Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Hightech 221. La présentation de la Galaxy Note 10, l'équipe de Hightech 221 y était. Et je peux vous promettre, mes chers, que ce Galaxy Note 10 est une tuerie. Figurez-vous que parmi les nouveautés, en tout cas qu'on nous a présentées, il y a le fait de pouvoir commander à distance l'appareil photo, de zoomer, de dézoomer ou même de changer le mode portrait ou mode paysage de la photo et toujours à distance. Pour toutes ces nouveautés et tous les détails, vous allez le découvrir dans le prochain numéro de Hightech 221. En attendant, je vais vous laisser avec la présentation du Galaxy Note 10. Et une petite chose, si vous commandez dès maintenant, vous faites une précommande, vous recevrez dans 2 semaines des Galaxy Buds gratuits. Nous sommes aujourd'hui ravis d'accueillir nos partenaires au Unpack du Galaxy Note 10. Samsung, en créant le Galaxy Note 10, en créant ce segment-là, a vraiment révolutionné le marché. Et aujourd'hui, nous venons apporter un tout nouveau bijou, le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Plus. 2 produits qui ont des caractéristiques différentes pour permettre vraiment à tous nos clients de pouvoir se retrouver dans l'utilisation de ces téléphones. Le Galaxy Note 10 est un téléphone avec un écran de 6,3 pouces, une mémoire interne de 256 et une RAM de 8 Go. Le Galaxy Note 10 est un téléphone qui aura une mémoire de 512, une RAM de 12 Go avec un écran Infinity Display de 6,8 pouces. Nous vous offrons aujourd'hui vraiment 2 produits qui sont à la pointe de la technologie avec des applicatifs, des applications et un ensemble d'écosystèmes qu'on a mis sur ces téléphones-là pour vraiment permettre à nos utilisateurs aujourd'hui d'avoir ce qu'on va dire la puissance entre leurs mains. Donc aujourd'hui, Samsung, en lançant nos tout nouveaux 2 modèles, Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10 Plus, nous offrons la puissance à nos utilisateurs et nous espérons bien qu'ils vont en faire bon usage. Sachez que le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Plus seront disponibles sur le marché très bientôt. La précommande est aujourd'hui disponible et si vous voulez plus d'informations, nous vous demandons de vous rapprocher de tous nos partenaires agréés que vous trouverez sur le marché. Et nous espérons bien que vous serez partie des premiers utilisateurs de ces tout nouveaux produits. Pour beaucoup d'initiés, il est très facile de faire une différence entre une application mobile et un site web. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas les seuls dans le monde de la technologie. Il y a aussi ceux qui veulent bien comprendre et pour eux, nous avons monté pour vous ce dossier TechZoom. Quelle est la différence entre une application mobile et un site web? Bien que lues sur le même support, les applications mobiles et les sites web mobiles sont très différents. Une application mobile est un logiciel qui sera téléchargé sur un appareil mobile, alors qu'un site web mobile est simplement un site internet adapté au format de smartphone et tablette. C'est quoi une application mobile? C'est un logiciel applicatif qui nous permet de développer des appareils électroniques tels qu'un téléphone portable, un baladeur. Afin de subvenir à des besoins avec nos téléphones. C'est une sorte de logiciel téléphonique qu'on télécharge via Play Store ou Apple Store. C'est ce que l'on télécharge via Play Store pour se connecter. C'est quoi un site web? C'est un ensemble de pages web obtenues à partir d'une application nommée Google. C'est un ensemble de pages web qu'on peut consulter via les navigateurs. Et via l'introduction de www ou bien HTTP menant à une plateforme. C'est un ensemble de pages web permettant de se connecter sur les navigateurs. Un site web mobile est consulté depuis le navigateur web, en inscrivant l'URL du site dans la barre de navigation. Ainsi, aucun téléchargement n'est nécessaire. En revanche, une connexion Internet est indispensable pour y accéder. Une application mobile doit être téléchargée depuis une boutique en ligne telle que l'App Store ou Google Play. L'application est ensuite stockée sur le smartphone ou la tablette en général. Quel choix faites-vous le plus pour vos besoins de connectivité? Pour mes besoins de connectivité, je fais le choix des applications. Pour mes choix, je préfère les applications. Parce qu'après l'avoir téléchargé, c'est plus simple à accéder. Mais néanmoins, il y a des inconvénients. J'utilise le plus souvent une application parce que c'est plus rentable, je trouve. Une application mobile ou un site web, quel est le plus rentable? Personnellement, je pense que les applications sont plus rentables. Le plus rentable, c'est les sites web parce que les mises à jour se font automatiquement
directement. Les sites web sont les plus rentables parce que ça fournit plusieurs informations. La mise à jour d'une page web mobile se fait sans que le mobinote ne s'en rende compte. Tout se passe en ligne de manière automatique. Dans le cas des applications mobiles, les mobinotes doivent télécharger chaque mise à jour. Ceci est donc plus contraignant pour les utilisateurs et moins flexible pour les entreprises. À chaque émission, Basile réunit toujours le must de la technologie. Alors, pour celle-ci, nous allons découvrir ensemble qui est cet invité. Monsieur Ibouba, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes expert IT, vous êtes partie de la grande famille OVH, ancien directeur général de OVH Monde. Alors, l'affaire OVH a défrayé la chronique ici au Sénégal. La filiale, à un certain moment, a fermé boutique et rentré sans communication. Ça a fait un tollé. Qu'est-ce qui explique cela? Tout dépend du management qui est proposé au niveau de la maison mère en France. Selon les orientations, selon également les stratégies. Parce que n'oublie pas que dans le cadre privé, c'est juste la rentabilité. Est-ce que ce marché, ça fait une dizaine d'années, j'ai eu le privilège en 2006 d'avoir mis la filiale sénégalaise. Est-ce que ce marché, au bout d'une dizaine d'années après, est rentable ou pas? Donc ce sont ces paramètres qui sont internes au management. Maintenant, dans la réalité des faits, le fait qu'il y ait un préjudice dans l'hébergement des données à un tiers, surtout qui est privé, et d'autant plus qui est extraterritorial dans le domaine sénégalais. Quel est le cadre juridique? Est-ce que les textes nous permettent de pouvoir porter assistance à ces citoyens qui subissent ce préjudice dans le cadre professionnel et autres? Maintenant, dans la réalité, ce qu'il faut, à mon sens, c'est de pouvoir lancer à travers une structure, ça peut être aussi bien du secteur privé qu'étatique, un mémorandum ou bien une assistance d'abord par la collecte de l'information de ceux qui subissent ces préjudices et de pouvoir résolver de manière plus globale et non pas de cas par cas qu'on est en train souvent de faire parce que juste par amitié et également par un devoir moral. Parce que en réalité, ce qu'il faut tenir compte, OVH a beaucoup grandi et maintenant est vraiment resté dans une zone fort capitaliste. Mais on a vu aussi sur Internet que beaucoup d'internautes qui avaient des préjudices concernant ce départ, ils ont beaucoup crié, mais en fin de compte, il n'y avait pas de solution. Oui, il y a toujours des solutions. Mais l'écosystème sénégalais, que je connais assez mature, devrait se retrouver. J'interpelle souvent sur la souveraineté des données. Je suis quelqu'un qui a toujours défendu, qui a toujours voulu qu'au Sénégal, que nos données restent ici. Pas juste d'une indépendance par orgueil, mais une indépendance intégrale. C'est plusieurs secteurs, c'est plusieurs paramètres. À mon sens, cette problématique qu'il y a les données avec OVH, c'est aussi bien l'ensemble des données du citoyen. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on arrive un instant qu'on se fasse un NDEP numérique? Parce que ce NDEP numérique-là va permettre de résolver l'ensemble de ces problématiques pour éviter qu'un préjudice aussi grand, aussi impactant, ne puisse pas trouver une solution immédiate. Et ça nous pousse à rester dans le cadre de ces données numériques-là. Est-ce que le patrimoine numérique de l'individu n'est pas en danger aujourd'hui avec l'utilisation des réseaux sociaux? Parce que, en fait, moi j'ai l'impression que le Sénégalais n'est pas encore conscient de ces données. Parce qu'on donne les données comme si on donnait du pain, comme si on buvait de l'eau, comme ça. Selon vous, ça vient d'où? C'est quoi le problème? Pourquoi on n'arrive pas à avoir cette protection des données personnelles? Il y a plusieurs problématiques. Je vais juste les restreindre sur deux points. Au-delà de l'aspect sociologique, un peuple kinesthésique, quand tu as une valeur qui est virtuelle, comme le vent, l'impact émotionnel n'est pas grand. Donc du coup, il y a une abstraction qui se porte préjudice même. Maintenant, dans les textes réglementaires, nous avons au niveau de l'État plusieurs dispositifs. Il y a la commission des données personnelles, ce n'est pas suffisant. Il faudrait d'autres paramètres. J'en reviens encore au NDEP numérique. Parce que le nombre de collégiens, le nombre de citoyens qui se connectent, le nombre de travailleurs, on a eu plusieurs activités qui ont porté préjudice à des personnes qu'on parvient à identifier, qui dans le patrimoine numérique a eu une influence dans le patrimoine social. Que faire? Une chose simple. D'abord, les états généraux du numérique. Peut-être qu'il est grand temps, c'est ce fameux NDEP numérique que je préconise. Donc, du coup, ça parle de l'éducation. Est-ce que dans nos écoles élémentaires, est-ce que dans nos communes, est-ce que dans les collectivités territoriales, parce qu'il y a l'État central, il y a les territoires, quelles sont les mesures qui sont prises pour permettre à très bas âge, au niveau élémentaire d'abord, dans les collèges, dans les lycées, est-ce qu'il y a des correspondants numériques qui parviennent à sensibiliser
Avant, il y avait l'éducation civique. Oui. Mais maintenant, ce format d'éducation physique-là devrait plutôt être des correspondants numériques. Ça peut voir dans la mise en œuvre, chaque 3 semaines ou chaque mois ou chaque 2 mois, qu'on puisse avoir une éducation numérique. Parce que c'est à partir de là-bas que s'exposent les dangers. La pédophilie existe, d'autres qui ne sont pas avec nos mœurs existent, qui sont une dégradation de nos valeurs. Donc ces influences-là, c'est à nous de diagnostiquer, faire la cartographie d'abord et de faire des préconisations. Ça me permet de rester dans le cadre de ces GAFAM, parce que nous tous on utilise Facebook, Google, Microsoft. Récemment, le directeur général de Orange vient de dire que, par exemple, la Sonatel a perdu à peu près 20 milliards à cause des OTT, c'est-à-dire des WhatsApp et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps au Sénégal de poser les débats sur les taxes de ces GAFAM-là? Je suis parmi ceux qui, depuis plus d'une dizaine d'années, ont interpellé à chaque fois qu'il a été possible, avec les structures Facebook, Google, qu'on ne peut plus continuer, que ces structures privées viennent dans notre pays. Ils ne contribuent pas en réalité. Nous pomper. Mais c'est pas trop dire. En réalité, il y a beaucoup de Sénégalais qui y travaillent et qui restent dans l'ombre, que je salue au passage. Mais ce qui est important, à mon avis, dans ça, c'est de mettre une taxe. Cette taxe passe juste avec leur RSE. Mais parce qu'en réalité, même en Occident, ces pays qui ont des processus fort formatés ont commencé à mettre des taxes. En Europe, oui, mais pas aux États-Unis ni en Chine. Oui, mais beaucoup plus chez nous. La protection des droits. L'Europe a une démocratie latine comme la mienne. C'est comme nous, oui. Oui, donc comme la nôtre. Donc du coup, nous sommes assez proches sociologiquement. Et que même si on regarde sur beaucoup de cadres juridiques, on a presque beaucoup d'éléments similaires. Donc pour revenir à la taxation, sur la mise en œuvre, chacun devrait y réfléchir et faire des propositions. Mais pour moi, il est impératif qu'on puisse faire des taxes, mais pas juste se contenter de leur RSE. Donc, pour faire le résumé, aujourd'hui, donc, la réflexion est là. Il faut y réfléchir. Ce n'est pas Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce qu'il y a la possibilité? Oui, plus que c'est possible. Parce que, vous savez, OVH est une grande firme. Et les taxes que nous avons eu à subir nous ont permis, en tout cas me permettent moi, de venir sans prétention de ma part, de dire qu'il est impératif de mettre une taxe auprès de ces activités-là. Prenons le cas de Google. Google nous propose des activités lucratives au niveau du Sénégal. Que gagne l'État du Sénégal? À part une dizaine ou une vingtaine d'emplois. Mais c'est extrêmement faible. Donc cette problématique-là devrait se tenir au niveau d'une DEP numérique pour proposer des canevas. Il y a plusieurs solutions. Chacun dans son coin a forcément une idée de solution. Mais quand on fera un système d'entonnoir, on aura forcément une proposition à faire au niveau de l'État. Mais au-delà d'imposer des taxes à ces GAFAM-là, qu'est-ce que l'État devrait faire pour protéger le Sénégalais lambda avec ses données personnelles? On nous parle de data center, on a parlé d'utilisation des mails professionnels. Est-ce que ce sont des initiatives vraiment suffisantes pour soi-disant, aider les citoyens? Quand on est dans une dynamique numérique, rien ne sera suffisant. Il faut le dire clairement. Donc c'est un processus. Mais le fait d'abord, c'est un processus continu. Mais l'avantage, c'est que déjà, en termes de la souveraineté des données, il y a le data center qui est en train d'être mis en place. Ce data center-là va permettre d'abord plusieurs métiers, des curricula au niveau universitaire. Le professeur Mary-Teuw Niane a déjà commencé à initier des actions avec le plan Sénégal pour l'emploi des jeunes, le PSJ, avec la professeure Penda Diallo. Donc du coup, ces initiatives-là qui sont encore dans l'ombre, il y aura un moment où on va faire la mise à l'échelle. C'est là ces éléments vont nous permettre de savoir quel est le niveau d'efficience et de faire une amélioration continue. Maintenant, pratiquement, au jour le jour, le citoyen, c'est une sensibilisation. La Commission des données personnelles est en train de faire un gros travail. Ce n'est pas suffisant. Mais on doit soutenir cette commission-là, parce qu'en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est le seul pays qui dispose d'une commission de protection des données personnelles. Je suis en phase. Il y a eu des cas personnels qui touchent à des citoyens sénégalais, juste dans des pays limitrophes comme le Bénin. Quand nos structures judiciaires y ont été, ils étaient incapables de pouvoir trouver celui qui portait préjudice à un Sénégalais. Donc il y a une uniformisation qu'il faut développer. Mais d'abord, on est en phase pilote au Sénégal. Alors,
Monsieur Ibouba, je rappelle que vous êtes expert IT. Parlons maintenant du numérique de l'entrepreneuriat au Sénégal. Est-ce que c'est un secteur qui bouge ou il y a des choses qui restent à faire? Plusieurs initiatives, plusieurs. Sauf qu'il y a un paramètre à tenir en compte. La capacitation technique n'est pas suffisante pour pouvoir proposer. À mon sens, ce qu'il faudrait, c'est de faire la cartographie des projets qui existent, aussi bien prenant le périmètre étatique. Est-ce que l'entrepreneuriat sénégalais numérique a déjà fait un diagnostic pour dire quels sont les projets qui ont été bouclés et qui sont des succès et voir comment les répliquer, quels sont les projets en cours pour pouvoir faire des offres et quels sont les projets à venir. D'abord, c'est le premier paramètre à mon avis. Sur l'entrepreneuriat sénégalais du numérique, cet écosystème-là est à des moments embryonnaires. Parce que quelle est la part de marché de cet écosystème? Donc il y a ces paramètres à tenir en compte. Maintenant, quelle est la méthodologie à travers le NEP numérique qui devrait se tenir? J'insiste lourdement parce que je suis convaincu qu'avec ce NEP numérique, on parviendra à une clarification des objectifs et une clarification des méthodes. Malgré ce que l'État est en train de faire avec la DER, supporter les startups, etc. C'est un fonds d'amorçage. Pour moi, la DER par rapport au numérique, c'est un fonds d'amorçage. Et nous le savons. Et nous saluons, c'est une directive du chef de l'État, 1 milliard de francs. Oui. Mais c'est un message qu'il lance à l'écosystème pour dire, écoutez, voilà ce que je pose sur la table. Maintenant, j'attends de votre côté ce que vous faites. Et ça va se résolver avec le NEP numérique. Alors enfin, le Sénégal dispose d'un Conseil national du numérique. Qu'est-ce que vous en pensez? Excellente initiative, excellente chose, un appui conseil. Sauf qu'il y a toujours une mise en garde. Je ne parle pas des acteurs, mais de la fonction de ces acteurs. Un directeur général d'une structure privée qui apporte un conseil. Est-ce que le citoyen lambda ne va pas l'interpréter comme un conflit d'intérêts? C'est possible, mais espérons que ce travail-là sera bien fait pour prendre en compte tout ce qui tourne autour du numérique au Sénégal. En tout cas, Ibouba, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes expert IT et ancien directeur général de OVH Monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et tout le plaisir est à moi. Merci beaucoup. Merci aussi à l'hôtel Sousoum de nous avoir reçus. On se dit prochainement. On n'a pas arrêté de nous poser la question, en tout cas sur notre page Facebook Hightech 221. Alors, avec le professeur Harris, nous avons décidé aujourd'hui dans Tech Tips d'en parler. Comment supprimer massivement des publications Facebook? C'est la question que tout le monde se pose. Et nous, on y répond. Comme toujours. Et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur la page Hightech 221 Facebook. Merci Mary. Faites le ménage sur votre compte Facebook en supprimant toutes les anciennes publications dont vous n'êtes pas très fier. Si vous regardez quotidiennement les souvenirs suggérés par Facebook, vous êtes sans doute tombé sur d'anciennes publications dont vous n'êtes pas très fier aujourd'hui. Pour ne plus avoir envie de vous cacher à chaque fois qu'émerge un de vos anciens statuts, mieux vaut procéder à un petit nettoyage. Vous l'avez compris? Pour le titre de ce numéro, nous allons vous montrer comment supprimer vos anciennes publications sur Facebook en masse. Mais il n'est jamais trop tard de faire table rase du passé et faire un peu de ménage dans votre vie numérique. Facebook intègre une option accessible aussi bien depuis un ordinateur que depuis un mobile et qui vous permettra de passer rapidement en revue tout votre passé numérique sur la plateforme. Vous pourrez aussi supprimer en masse tous les contenus dont vous n'êtes pas fier. Depuis un PC, connectez-vous à votre compte Facebook et rendez-vous sur votre profil. En haut des publications affichées sur votre mur, cliquez sur le bouton « Gérer les publications ». Nativement, Facebook vous propose de gérer toutes les publications affichées sur votre mur, ce qui inclut les vôtres évidemment, mais aussi celles de vos amis. Si vous ne souhaitez supprimer que vos propres publications, filtrez-en l'affichage en sélectionnant celles publiées pour vous dans la colonne de gauche. Faites désormais défiler toutes les publications de votre mur. Cochez toutes celles que vous souhaitez voir disparaître. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 50 publications maximum en une seule fois. Cliquez ensuite sur Suivant. Choisissez Supprimer les publications. Validez votre choix en cliquant sur OK et confirmez la suppression en cliquant sur Supprimer les publications. Depuis l'application mobile, ouvrez Facebook sur votre smartphone et rendez-vous sur votre profil. Faites défiler les informations jusqu'à atteindre la section dédiée aux publications et appuyez sur Gérer les publications. Toutes les publications de votre mur sont affichées.
Pour ne voir que vos propres publications, appuyez sur le bouton filtre et à la ligne publiée par, sélectionnez-vous et appuyez sur terminer. Faites défiler vos publications, sélectionnez celles que vous souhaitez faire disparaître et appuyez sur suivant et sur l'icône figurant une poubelle. Choisissez ensuite de supprimer les publications et confirmez en appuyant de nouveau sur supprimer les publications. Mais attention, Facebook n'autorisant la suppression simultanée de 50 publications à la fois. Recommencez l'opération autant de fois que nécessaire pour venir à bout de vos anciens posts Facebook. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tips. Merci. Ce que je vous propose comme premier élément de Tech World, c'est iWake. iWake utilise une intelligence artificielle et cela ciblé sur les deux roues que sont le vélo. Découverte. l'iWitch utilise des techniques d'intelligence artificielle pour faire la différence sur le marché déjà très concurrentiel des vélos électriques. Le deux roues veut aider l'utilisateur à arriver à bon port quel que soit le niveau de la batterie. Pour y parvenir, le vélo apprend de chacun des trajets, ce qui lui permet de prédire la prochaine course. À partir de ces informations, l'iWitch peut moduler le niveau d'assistance indispensable dès le premier coup de pédale et mobiliser l'énergie nécessaire au trajet. L'objectif est de garantir à l'utilisateur d'avoir suffisamment de batterie pour arriver à destination dans le meilleur confort possible. L'application iWitch, disponible sur Android et sur iOS, fait figure de GPS, mais elle mesure aussi des données comme la distance parcourue, la vitesse, l'autonomie de la batterie, la température du moteur. Il n'est pas forcément nécessaire d'utiliser l'app mobile. Un bouton sur le vélo suffit pour lancer la conduite en mode intelligent ou libre. En dehors de cette assistance en temps réel, l'iWitch est aussi un vélo électrique. Sa batterie est d'une capacité de 497 watts, lui offrant une autonomie de 160 km. Le véhicule affiche 18 kg sur la balance, il embarque des freins hydrauliques. Nous savons tous que la cible jeune est très accro à tout ce qui est réseaux sociaux. Et donc, qui dit réseaux sociaux, dit mobile. Alors, Samsung a trouvé une parade. Laquelle? Elle a créé la télé verticale qui pourra lire à partir du mobile. Comment vendre des télévisions aux jeunes accros à leurs portables et aux réseaux sociaux? Samsung a trouvé la réponse, c'est-à-dire faire venir l'écran du téléphone sur la télévision, capable de pivoter à 90 degrés et permettant ainsi de visionner facilement tous les contenus d'un téléphone mobile. Story Instagram, feed d'actualité Facebook, vidéos YouTube, etc. Grâce aux fonctions de mirroring, les millennials, c'est-à-dire la génération des personnes nées entre les années 1980 et 2000, auront la possibilité de caster les vidéos, les photos ou encore la musique stockée sur leur téléphone. Doté d'une dalle de 43 pouces, The Zero peut également être utilisé à l'horizontale comme n'importe quel téléviseur. Il embarque un système sonore de 4,1 d'une puissance de 60 watts et l'assistant vocal maison Bixby. Quand il n'est pas utilisé comme un téléviseur, il peut servir de cadre photo numérique ou afficher la musique en cours d'écoute. Hightech 221, c'est fini. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. Et rappelez-vous, le prochain numéro sera 100% Galaxy Note 10. 100% Samsung. En attendant, je vais vous laisser avec les programmes et je vous souhaite de passer un excellent début de semaine. Quant à moi, je vous dis bye bye.